Bandini suivi des deux Brabham. Bandini à beau rivage. Le Casino, toujours Bandini. La Honda est en 5e position. À la gare, Bandini. Hulme, Stewart. Il y a Gurney et devant Gurney, il y a la voiture de Honda. La voiture de Surtees, la Honda. En 10e position. Nous retrouvons à la sortie du tunnel avant la chicane Lorenzo Bandini. Bandini. Au gazomètre. Bandini toujours. Puis Brabham, puis Stewart, puis Surtees, puis Gurney. Bandini, Brabham, Stewart, Surtees, Gurney, Clark. Servoz, mal parti, est passé au premier tour en dernière position. Et nous retrouvons le virage au Casino, avec toujours en tête les trois mêmes pilotes, Bandini, Stewart et Brabham. Bandini, Hulme qui essaie de passer, Stewart derrière, et un arrêt, Jacques Brabham. Jacques Brabham qui est arrêté. Premier abandon semble-t-il celui de Jacques Brabham, tandis que Hulme, deuxième pilote de Brabham, a relayé son chef de file. Premier abandon, il faut dire que Jacques Brabham a essayé hier en fin d'essai son tout nouveau moteur, le tout nouveau moteur Repco Brabham, et que ce moteur lui avait permis de battre le record du tour, mais que c'était un moteur qui n'avait pas été éprouvé, qui n'avait pas été testé. À la chicane, il se passe quelque chose à la chicane. Il y a eu un heurt à la chicane, vous voyez, c'est Hulme. C'est Hulme qui passe, il doit y avoir quelque chose et c'est Bandini sans doute, qui a dû être gêné. Bandini n'est pas passé, c'est lui qui a dû être retardé à la chicane. Hulme au gazomètre avant le deuxième tour, Stewart, Surtees. Denis Hulme, Jackie Stewart, Bandini qui est revenu, Bandini qui est passé. Bandini a été retardé, il est passé ici aux 3e position. Voici l'ordre au 2e tour. Denis Hulme sur Repco Brabham, 2e Jackie Stewart sur BRM 2 litres, 3e Bandini sur Ferrari, 4e John Surtees sur Honda, 5e Dan Gurney sur Eagle, puis Graham Hill, Joachim Rindt et Spence sur la 2e BRM. Vient d'annoncer les micros, alors qu'en tête nous avons toujours la 2e Brabham de Hulme. Hulme qui est suivi par la BRM de Jackie Stewart. Vous voyez, il y a eu du sable, il y a eu de la sueur qui ont été jetées à un endroit tout à l'heure qui a gêné les coureurs. Vous voyez que les voitures dérapent, elles font très attention. Hulme, Stewart. Alors que les pilotes bouclent le 3e tour et qu'ils ne sont plus que 15 en course, au gazomètre, Hulme et Stewart.
puisque Jack Brabham a abandonné. Bandini. Hulme. Stewart. Bandini. Gurney. Surtees. McLaren. Rint. Graham Hill. Je n'ai pas vu passer Jim Clark. Mike Spence. Chris Amon. Je vous donne dans l'ordre les classements au troisième tour. Rodriguez. Courage. Clark qui vient de passer. Non plus, il est arrêté. C'est peut-être le deuxième abandon après celui de Jack Brabham. Voici la voiture de Johnny Servoz-Gavin arrêtée. Stewart et devant lui Hulme qui est toujours en tête, alors que les pilotes maintenant vont boucler le quatrième tour. Troisième abandon, celui du Suisse Joseph Siffert, radiateur crevé. Il reste donc 13 voitures en course. Et nous retrouvons Hulme au bureau de tabac avec Stewart. Le gazomètre, un virage à 180 degrés. Quelques secondes seulement entre les pilotes de tête. Hulme, Stewart, Gurney, Bandini, Surtees, Rint, McLaren. Graham Hill, 10 secondes de retard sur Denis Hulme. Amon, Spence, Rodriguez et Clark. Et pour l'instant, le dernier qui est Courage. Dan Gurney sur l'Eagle Westlake est repassé en troisième position. Il a gagné régulièrement une place puisqu'il était cinquième au deuxième tour, quatrième au troisième tour et qu'il est maintenant en troisième position au cinquième. Et nous retrouvons Hulme. Hulme qui est un pilote complet. Il n'a peut-être pas le brio et la grande classe d'un Clark ou d'un Surtees, mais qui est un pilote extrêmement complet et qui va aussi vite en monoplace qu'il va vite en prototype. Il me semble que l'on annonce au micro que Surtees est attaqué. Et voici au gazomètre, toujours Hulme suivi de Stewart. Au cinquième tour, Hulme, Stewart, Bandini, Surtees, Rint, McLaren. Je n'ai pas vu passer la voiture de Gurney. Graham Hill qui passe maintenant au cinquième tour, alors que la voiture de Dan Gurney n'est pas passée. Chris Amon, Spence, Jim Clark, Rodriguez, Gurney n'est pas passé. Hulme, Stewart pour le sixième tour. C'est cela, maintenant nous venons d'avoir la confirmation. Dan Gurney est arrêté au casino. Nous allons peut-être le voir d'ailleurs. Alors que nous rejoignons maintenant les deux pilotes de tête qui sont Denis Hulme et Jackie Stewart à la chicane. Il me semble que Stewart attaque Hulme, non? Les deux pilotes sont roue dans roue.
Stewart est passé, me semble-t-il. Et au 6e tour, les deux monoplaces ensemble. Et à la montée de beau rivage, c'est Hulme qui a dû laisser passer Stewart, qui est donc maintenant en tête. 6e tour, donc premier Jackie Stewart, Denis Hulme. Troisième Bandini et quatrième Surtees et cinquième Jochen Rindt qui lui aussi a fait une très belle remontée. Sixième Bruce McLaren. Et nous entamons le 7e tour. Nous retrouvons Jackie Stewart. Jackie Stewart qui, s'il gagnait aujourd'hui, pourrait donner à la marque BRM la 5e victoire consécutive, puisque Graham Hill a gagné ici 3 fois de suite et que Jackie Stewart a gagné l'année dernière. Stewart, Hulme, au gazomètre, Stewart, Hulme, et nous allons faire le pointage des passages. Bandini en 3e position, Surtees en 4e position, McLaren en 5e position, Rindt en 6e position, Graham Hill en 7e position. Voici la montée de beau rivage, vous pouvez vous aussi effectuer ce pointage. Je vous rappelle que 3 voitures sont hors course. Abandon de Jack Brabham, de Sittert et de Johnny Servoz-Gavin. Et nous retrouvons Stewart qui entame le 8e tour. Je vous rappelle que le Grand Prix de Monaco compte 100 tours, soit plus de 330 km. Jackie Stewart, au cours des essais de jeudi, vendredi et samedi, avait à sa disposition 2 types de voitures, une BRM 2 litres comme celle qu'il conduit en ce moment et avec laquelle il a gagné l'année dernière le Grand Prix de Monaco, et la BRM 3 litres. Alors que les chiffres que vous venez d'apercevoir sur votre écran sont en principe destinés à nous présenter, près du gazomètre, les vitesses atteintes par les voitures. Jackie Stewart avait donc 2 types de voitures et il a choisi au dernier moment de partir avec une BRM 2 litres. Il a sacrifié la puissance et le poids à la maniabilité de la BRM 2 litres. Au 8e tour, Stewart, Hulme, Bandini, John Surtees, Bruce McLaren et Jochen Rindt. Alors que la voiture de Johnny Servoz-Gavin, la Matra de Formule 2, est revenue maintenant à son stand. La voici, cette voiture, Servoz-Gavin à droite. La belle aventure est terminée, mais c'est déjà un remarquable exploit que de parvenir à se qualifier avec l'élite des pilotes de Formule 1 et surtout de réaliser avec une voiture de cylindrée inférieure et de petite puissance, c'est relatif naturellement, le 11e temps des qualifications. Nous nous retrouvons dans le 9e tour, Jackie Stewart au bureau de tabac. Stewart, si j'en crois l'appareil de mesure qui nous est présenté, 189 km. C'est la voiture de Sittert, vous voyez. Toujours le pointage
Stewart, Hulme, Bandini, Surtees, McLaren, Rindt, Graham Hill. Ce sont les pointages qui sont effectués devant la tribune de presse naturellement et qui sont donc pratiquement officiels. Stewart à la gare. Hulme. Stewart que nous retrouvons avant l'entrée du tunnel. Hulme. Nous avons Bandini, le voici, Surtees derrière. Et nous retrouvons Stewart. Stewart à la chicane. Ici la sortie de la chicane. 2 secondes d'écart entre Jackie Stewart et Denis Hulme. Le voici au bureau de tabac. Toujours 189 km. Au 10e tour, au 10e donc de la course, en tête Jackie Stewart sur BRM 2 litres. Deuxième, Denis Hulme sur Repco Brabham 3 litres. Troisième, Lorenzo Bandini sur Ferrari 3 litres. Quatrième, John Surtees sur Honda 3 litres. Cinquième, Bruce McLaren sur McLaren BRM 2 litres. Et sixième, Joachim Rindt sur Cooper Maserati 3 litres. Voici donc l'ordre établi au 10e de la course et il y a Jean-Pierre Beltoise qui vient de nous rendre visite. Jean-Pierre Beltoise, vous le savez sans doute, a eu quelques ennuis hier au cours des séances de qualification. Il n'est pas parvenu à se qualifier. Il n'a pas d'ailleurs réussi à tourner avec sa voiture jusqu'à la fin des qualifications. Pourquoi, Jean-Pierre? J'ai pas très bien entendu. Vous n'êtes pas parvenu à vous qualifier, mais vous n'êtes pas d'ailleurs tourné jusqu'à la fin des qualifications. Oui, justement, c'est pour ça. Eh bien, j'ai eu un peu de malchance parce que la première séance d'essai, dès le deuxième tour, j'ai eu mes porte-moyeux arrière qui ont cassé. C'était un vieux modèle qui n'avait pas encore été changé. Et hier, je suis encore tombé sur une pièce d'injection qui a cassé, qui était également d'un vieux modèle et qui n'avait pas été modifiée sur ma voiture. Je crois que n'importe comment, pour vous et pour Servo, c'est surtout une course de rodage que vous n'avez pratiquement rien à gagner dans une compétition de ce genre, parce que la disproportion entre les Formule 1 et les Formule 2 est quand même trop forte. C'est une mise en train pour les futures courses de Formule 1. C'est ça. Mais enfin, il y a une chose qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'huile sur la piste parce que Brabham a laissé de l'huile au premier tour sur la moitié du circuit. Et je pense que dans ces conditions, nous aurions pu faire quelque chose de très bien, justement. C'est vraiment dommage. Vous avez vu ce qui s'est déroulé depuis le début de la course. Nous sommes à peu près au 10e de la course, puisqu'il a 100 tours que 10 sont couverts. Est-ce que ce qui se passe actuellement rejoint ce que vous prévoyez? C'est-à-dire que là, il y a eu une grosse... là, ce que vous ne pouvez pas voir d'ici, mais tout l'autre côté de la piste est inondé d'huile. Et les voitures, il y a pas mal de... Enfin, Jim Clark est retardé parce que justement, il a glissé sur l'huile en essayant il était 6e en essayant de gagner des places. Je l'ai vu, c'est juste avant la chicane. Et je pense que Jackie Stewart a ici une chance unique d'essayer de gagner ce Grand Prix, qui est une voiture qui ne fait que 2 litres, parce que la moitié du circuit est inondée d'huile et que Jackie Stewart est justement un véritable acrobate dès que la piste est glissante. D'ailleurs, Jochen Rindt est également dans une bien meilleure position parce qu'il bénéficie de l'huile qui est sur la piste. Et que c'est aussi un acrobate. C'est donc une course pour les acrobates et nous retrouvons l'acrobate Stewart ici, avant le gazomètre. Les positions n'ont pas changé, toujours en tête Jackie Stewart devant Denis Hulme, 3e Lorenzo Bandini, 4e John Surtees, 5e Bruce McLaren et 6e Joachim Rindt. Et nous abordons maintenant le 12e tour.
alors que Stewart et Hulme ont doublé maintenant le premier attardé. Il s'agit de Pierce Courage qui conduit la 3e BRM engagée dans ce Grand Prix. Stewart à la gare, et nous allons essayer de voir avec les informations que nous a donné Jean-Pierre Beltoise à l'entrée de la chicane, l'endroit où il y a particulièrement de l'huile. Jean-Pierre, nous allons essayer de voir maintenant, voici Jackie Stewart à la chicane, c'est à cet endroit-là qu'il y a de l'huile, n'est-ce pas? C'était la chicane. Non, c'est là c'est la. Ah oui, voilà la chicane. Voilà, tu vois la piste est très noire. Et... Il a glissé d'ailleurs. Oui, et non, tout ça c'est absolument plein d'huile. On voit il passe au ralenti et pourtant maintenant il y a beaucoup de ciment sur la piste. D'ailleurs, il y a eu encore une catastrophe dans les commissaires qui ont mis au moins plus de 20 secondes à passer le drapeau d'huile, croyant que c'était de l'eau. L'huile est tellement dangereuse que l'on croit ou que l'on ne croit pas, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, il faut absolument mettre le drapeau d'huile tout de suite. Enfin ça... Bien sûr, ce sont toujours les mesures de sécurité qui sont très difficiles à obtenir sur un circuit. Alors que nous retrouvons pour le 3e tour Stewart et Hulme qui sont toujours en tête, devant Bandini et John Surtees. Surtees à 4 secondes, puis McLaren qui est très bien revenu dans les roues de Surtees. Rint et Courage qui est doublé, qui accuse un tour de retard. Puis Jim Clark qui a été retardé par l'huile qui est sur la piste, comme nous l'a dit Beltoise. Et Stewart à la gare. À l'instant, Jean-Pierre Beltoise m'a dit, passez-moi l'expression, et entre guillemets à la vache en voyant tourner Jackie Stewart. Pourquoi? Parce que vraiment là il essaye de s'échapper. Il sait que sa chance n'est que le fait qu'il y ait de l'huile sur le circuit et que l'huile va progressivement disparaître. Donc il faut qu'il prenne la plus grande avance possible pendant qu'il y a encore de l'huile, et il attaque très très fort, quoi, ça se voit. L'acrobate Stewart au gazomètre. « 5 secondes maintenant entre Stewart et Hulme. Bandini, Surtees, McLaren, Rint et Stewart que nous rejoignons au casino. On vient de voir Stewart qui fait des gestes, Jean-Pierre. C'est certainement parce qu'il a été gêné par un concurrent Ah non. Ah là, il a des ennuis. Ah, quelle tristesse, il a des ennuis. Il s'arrête, Stewart s'arrête. Stewart s'arrête et Hulme va passer. C'était pour signaler que Hulme le dépasse. Stewart a des arrêts, eh bien je crois que c'est la fin d'un beau rêve pour les BRM de gagner pour la 5e fois ce Grand Prix de Monaco. Hulme en tête donc. Stewart, nous l'avions vu faire un signe dans la descente du casino. Il s'est arrêté sous le tunnel, je crois. Et au 15e tour, c'est Hulme qui va passer en tête devant Bandini que voici. 4e abandon donc après Brabham, Seifert et Servoz-Gavin. Celui de Jackie Stewart. Au gazomètre, Hulme. Hulme, Bandini, Surtees, McLaren et Rint qui va arriver sans doute. Rint qui a perdu plus de 3 secondes d'après mon chronomètre sur ce tour.
Voici donc les positions au 15e tour, avant que nous ne rendions l'antenne au studio 102. En tête donc, au 6e de la course uniquement, Denis Hulme sur Repco Brabham. Deuxième, Lorenzo Bandini sur Ferrari. Troisième, John Surtees sur Honda. Et quatrième, Bruce McLaren sur BRM. Nous vous rejoindrons tout à l'heure, nous reprendrons l'antenne pour le milieu de la course. Voici Jackie Stewart, et c'est sur cette image de Jackie Stewart qui a été contraint à l'abandon après avoir mené le début de ce Grand Prix de Monaco. Vous reconnaissez à droite de Jackie Stewart Claude Bourillot, président de la Fédération française des sports automobiles. C'est sur cette image que nous allons rendre l'antenne au studio 102. Ici Monaco, à vous le 102. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Et bien nous revoici à Monaco, alors que Denis Hulme, que nous voyons maintenant doubler sur la gauche, est toujours en tête de ce Grand Prix de Monaco, 25e édition. Le classement est le suivant. Premier, Denis Hulme sur la Brabham numéro 9. Deuxième, Bandini, à moins de 10 secondes. Le voici Bandini, vous voyez, qui passe au gazomètre à moins de 10 secondes de l'homme de tête, Hulme. En troisième position, une surprise, Bruce McLaren, qui a grignoté toutes les places. McLaren sur la McLaren numéro 16. Puis, en quatrième position, nous avons la deuxième Ferrari, pilotée par Chris Hammond numéro 20, puis Graham Hill numéro 14. Ensuite, Spence, Rodriguez et Courage. Voici donc pour les positions dans la course, alors que nous arrivons maintenant presque à la mi-course, puisque nous sommes au 49e tour et que le Grand Prix de Monaco en comporte 100. Pour les abandons, Brabham, vous l'avez su sans doute, carter d'huile. Siffert s'est arrêté 2 fois, la première fois un arrêt de 28 minutes, puis il s'est arrêté une deuxième fois. Gurney a abandonné, Johnny Servos-Gavin a d'abord eu des ennuis de courroie de dynamo, la courroie a sauté, il est reparti ensuite et enfin son câble d'accélérateur a cédé et sa voiture est toujours arrêtée au stand. Jackie Stewart qui était en tête a cassé sa boîte de vitesse et il a naturellement abandonné. Joachim Rindt a abandonné. Surtees, John Surtees sur la Honda qui était en troisième position a eu des ennuis, son moteur a commencé à fumer, il a fumé de plus en plus et enfin Surtees s'est arrêté dans la montée du casino. Et puis alors que Jim Clark avait entamé une fantastique course-poursuite qu'il avait ramené jusque dans les roues de Bruce McLaren qui était alors en quatrième position, Jim Clark a commis peut-être une erreur de conduite, je ne sais pas, en tout cas toujours est-il que la Lotus de Jim Clark a touché au bureau de tabac et Jim Clark a abandonné. Voici donc les positions, je vous rappelle que Hulme est en tête devant Bandini, McLaren, Hammond et Hill. Jusqu'au 30e tour, l'écart entre Denis Hulme et Lorenzo Bandini a été de 20 secondes, il a même été porté je crois au 26e tour à 24 secondes. Puis petit à petit, Bandini est revenu sur Hulme et en ce moment il y a moins de 10 secondes entre les deux pilotes de tête. Nous retrouvons l'homme de tête, Denis Hulme, avec les caméras d'Henri Carrier et de Jean Manceau. À la gare. Voici Bandini derrière, vous voyez, moins de 10 secondes. Bandini maintenant. Et nous nous retrouvons grâce à ces splendides vues d'hélicoptère. Hulme sous le tunnel. Que nous allons retrouver à la sortie du tunnel avant la chicane. Précisons que c'est Jim Clark qui a eu le record du tour au 28e tour, 1 minute 30 secondes, 6 dixièmes. Hulme au bureau de tabac. La vitesse que vous avez pu voir paraître sur vos écrans. Au gazomètre, Hulme. Et voici Bandini. 9-10 secondes d'écart. Nous allons peut-être attendre McLaren. Non. Nous retrouvons Bandini avant beau rivage. Bandini. Hulme au casino.
la gare. Et nous attendons Bandini. Voici Bandini. Il semble donc que tout à l'heure il va y avoir une belle empoignade. McLaren. Il va y avoir une belle empoignade entre Hulme, Bandini et peut-être McLaren. Il est bien dommage que Jim Clark n'ait pu vraiment rejoindre les 3 pilotes de tête. Il avait réussi en 30 tours à leur reprendre quelques 20 secondes, ce qui est un exploit. Je vous rappelle que derrière Hulme, Bandini et McLaren se trouve Hulme au gazomètre, se trouve Amon, Chris Amon sur la deuxième Ferrari, puis Graham Hill sur la deuxième Lotus, Bandini, puis Mike Spence sur BRM, Rodriguez sur Cooper et Courage sur BRM. McLaren. Tout à l'heure, nous avons pu voir devant son stand Jack Brabham, le patron, le boss, faire des signes d'encouragement à Denis Hulme. Il avait l'air très content malgré son abandon, en tout cas au cours de plusieurs passages. Brabham montrait le doigt vers le ciel, le pouce dressé vers le ciel. C'est un signe que tout le monde connaît, cela veut dire que tout va bien. C'est un peu une surprise d'ailleurs de revoir Denis Hulme en tête de ce Grand Prix, mais nous l'avions dit, il s'annonçait très ouvert et bien malin, qui aurait pu dire faire un tiercé, établir un tiercé qui puisse se vérifier par la suite. Bureau de tabac, Hulme. Bien sûr, rien n'est joué. Nous en sommes maintenant au 52e tour. Il reste donc encore 47 tours à couvrir. 46 virages à prendre encore au gazomètre, comme celui que vient de prendre Hulme et Bandini. 6-7 secondes, l'écart diminue progressivement. Voici McLaren. Quinzaine de secondes entre Hulme et McLaren. Au cours des essais, Hulme, que voici, avait eu beaucoup d'ennuis de tenue de route. Il s'était mis notamment au cours des entraînements 2 ou 3 fois en travers, surtout au bureau de tabac et une fois à la gare. Et en revenant à son stand, j'avais pu assister au spectacle d'un Denis Hulme très mécontent, qui râlait, peut-on dire, contre la tenue de route de sa voiture. Eh bien, il semble que chez Brabham, on a bien travaillé, car sa voiture aujourd'hui en tout cas tient bien mieux qu'elle ne tenait au cours des 3 séances d'entraînement. Bandini que nous allons voir arriver. Il y a 5 secondes d'écart maintenant entre les deux pilotes de tête. McLaren que la caméra va aller chercher. McLaren qui en définitive est le seul pilote au volant d'une voiture équipée d'un moteur de litre à rester dans les roues des 2-3 litres qu'il précède, la Repco Brabham de Denis Hulme et la Ferrari 3 litres de Lorenzo Bandini. Je vous rappelle également que 5 voitures seulement sont dans le même tour que Hulme. Il s'agit de Bandini, McLaren, Amon et Hill, et Hulme naturellement. À la gare, nous attendons Bandini. Bandini qui a manqué gagner plusieurs fois ce Grand Prix de Monaco. McLaren, Bandini et Hulme.
Ulm à la chicane. Ulm qui, s'il gagnait ce Grand Prix, se retrouverait en tête du championnat du monde des conducteurs puisqu'il a marqué 3 points au cours du Grand Prix d'Afrique du Sud qui s'est disputé le 2 janvier et qu'avait gagné Rodriguez. Bandini et McLaren. Si l'écart diminue, eh bien il semble que c'est au bénéfice de McLaren et de Bandini qui se rapprochent progressivement, dixième de seconde par dixième de seconde, de Ulm. Le micro du circuit annonce que Seifert a effectué un tête-à-queue. Précisons que Seifert est considérablement attardé puisqu'il s'est arrêté plus de 28 minutes une première fois à son stand, il s'est arrêté une deuxième fois et qu'il semble qu'une troisième fois, au cours de ce Grand Prix, il subit ce handicap. McLaren, dont la voiture est équipée d'un BRM 2 litres. Ulm, que nous retrouvons à la chicane. Et on déclenche nos chronomètres. Ulm et Bandini. Il y a 7 secondes entre les deux pilotes. « 15 secondes entre Ulm et McLaren que voici. C'est un Grand Prix qui tient ses promesses. Et une voiture qui est arrêtée, presque arrêtée. En tout cas, qui s'est très bien écartée, en tout cas, pour laisser passer la voiture qui la suivait. C'est un Grand Prix qui se précise donc comme très difficile. C'est ce que nous savions. Il y a autant de casses que les années précédentes, ce qui confirme que le circuit de Monaco est particulièrement difficile et sélectif. Davantage peut-être d'ailleurs pour les mécaniques. Et il est bien dommage en tout cas que deux pilotes comme Stewart et Clark aient dû abandonner successivement, ce qui enlève un peu d'ailleurs l'attrait de ce Grand Prix, qui pourtant est passionnant avec la lutte que se livre en tête Ulm. Voici Rodriguez qui passe sur une Cooper Maserati, Rodriguez qui est très attardé. Ulm, Rodriguez. Bandini et McLaren. Virage de beau rivage à monter vers le casino. Ulm en deuxième position, c'est la voiture qui porte sur l'avant de son capot un gros cercle blanc avec le numéro 9 inscrit à l'intérieur. Vers la gare. Il me semble que c'est Graham Hill qu'il vient de passer. C'est cela, c'est Graham Hill. Graham Hill qui vient donc de prendre un tour de retard. Il n'y a donc plus en ce moment que 4 voitures dans le même tour. Ulm, Bandini, McLaren et Chris Amon. Une Repco Brabham, 2 Ferrari et la petite voiture, la petite monoplace, tout est relatif bien sûr, de Bruce McLaren. Nous en sommes au 57e tour et les positions sont inchangées depuis que nous avons repris l'antenne. Ulm, c'est Ulm au gazomètre devant Graham Hill, Bandini,
Bandini, la voiture intercalée que vous avez pu voir, et la Cooper Maserati de Rodriguez. Et nous retrouvons Ulm au casino. Et les dérapages de Ulm. Ulm suivi de Graham Hill qui a été doublé. Le tunnel, la chicane. Voilà. Et le bureau de tabac. Nous pensons à l'endroit où Jim Clark a dû abandonner tout à l'heure. Et la ligne droite, courbe plutôt avant le gazomètre. Nous allons pointer les différences entre Ulm et Bandini. Les difficultés pour tourner. Graham Hill. Et voici Bandini. Il y a toujours 6-7 secondes entre Ulm et Bandini. Rodriguez et McLaren. McLaren, il y a maintenant 17 secondes d'écart entre Ulm et McLaren. Vous pouvez vous apercevoir du tracé du circuit qui emprunte vraiment les rues de la ville de Monaco. C'est une ville qui a un cachet supplémentaire dans les jours qui précèdent le Grand Prix lors des entraînements. Les entraînements ont lieu en effet à 5 h du matin et c'est la seule ville du monde où les coqs sont réveillés par les voitures. Ulm qui va boucler maintenant son 60e tour. « 197 km à l'heure. Donc au 60e tour, avant que nous ne donnions l'antenne au tiercé qui va être réalisé par Solange Peter, voici le classement des trois premiers. Ulm sur la Repco Brabham numéro 9, devant Bandini sur la Ferrari numéro 18 à 7 secondes, troisième Bruce McLaren sur McLaren BRM numéro 16 à une quinzaine de secondes environ. Nous reprendrons l'antenne pour l'arrivée. Ici Monaco, à vous le tiercé. Rodriguez sur la Cooper Maserati numéro 11 et Pierce Courage sur la BRM 2 litres numéro 6. Il reste donc au 62e tour 8 voitures en course, c'est-à-dire 50% d'abandon. L'écart entre Ulm,
ligne droite avant le gazomètre. Nous attendons Bandini. Le voici. Graham Hill dans sa roue. Et McLaren. Derrière McLaren, il me semble que c'est la BRM de Courage. Nous avons vérifié lorsque les voitures vont passer devant notre poste de commentaire. Oui, il s'agit bien de Pierce Courage sur la BRM numéro 6, Ulm à la gare. Acrobatique. Il y a eu deux phases dans la course-poursuite entre Bandini et Ulm. C'est Graham Hill qui est dans les roues de Bandini. Tout d'abord, il y a eu l'avance de Denis Ulm qui a été porté à plus de 20 secondes, 24 secondes je crois exactement. Puis Bandini est revenu à moins de 5 secondes et maintenant l'écart s'est établi. Il reste en 5, 6, 7 secondes selon les passages entre la Repco Brabham et la Ferrari. L'on pensait que ce Grand Prix de Monaco serait peut-être un Grand Prix pour les 2 litres, et bien apparemment il n'en est rien. Pour l'instant en tout cas, puisque ce sont 2-3 litres, la Repco Brabham de Ulm et la Ferrari de Bandini qui sont en tête. McLaren a bien réussi à s'intercaler avec une voiture équipée d'un BRM 2 litres, mais en tout cas la 4e voiture est également une Ferrari, la 2e Ferrari pilotée par Chris Amon. Au bureau de tabac, Spence qui pilote la BRM 16 cylindres et qui est suivi par Ulm. Spence qui fait signe à Ulm de le passer, c'est ce que Ulm va faire au gazomètre. Là, c'est Ulm qui passe Mike Spence. Mike Spence qui est le coéquipier de Jackie Stewart chez BRM et qui est parti, lui, qui a pris le départ avec la BRM équipée de 3 litres 16 cylindres, et c'est cette voiture dont je vous disais qu'elle n'avait pas toujours donné satisfaction à BRM. Voici donc, alors qu'il reste environ 33 tours à couvrir, la position dans ce 25e Grand Prix de Monaco. Premier Denis Ulm, deuxième Lorenzo Bandini, troisième Bruce McLaren, quatrième Chris Amon, cinquième Graham Hill, sixième Spence, septième Rodriguez et huitième Courage. Il reste 8 voitures, 50% d'abandon. Ici Monaco, à vous Bordeaux. Eh bien nous reprenons l'antenne alors qu'un drame vient de se produire sous nos yeux. La voiture de Lorenzo Bandini a percuté les bottes de paille à la sortie de la chicane et la voiture a complètement pris feu. On nous a dit que Lorenzo Bandini avait réussi, vous voyez actuellement l'incendie qui s'étend, que Bandini qui était actuellement en 2e position derrière Ulm avait réussi à s'extraire de sa monoplace. Nous n'en sommes pas sûrs, ce sont les indications que l'on vient de nous donner et on n'arrive même plus à éteindre maintenant l'incendie provoqué par l'accident de la Ferrari numéro 18 de Lorenzo Bandini. Il semble que Bandini ait manqué son freinage. D'ailleurs, je vais demander à Henri Pescarolo, qui a gagné hier le Grand Prix de Formule 3, comment un accident de ce genre peut arriver. Dans une course aussi longue, il suffit d'un très petit moment d'inattention, et surtout à la chicane où il faut une grande précision dans la trajectoire. Il suffit de toucher un tout petit peu d'un côté et c'est le drame, la voiture touche et comme ça va très vite, ça risque d'être très dangereux. Parce que nous avons vu la voiture arriver, freiner, se mettre presque en travers et taper.
Il y avait peut-être un petit peu d'huile sur la piste, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais enfin c'est un des endroits les plus délicats à négocier sur le circuit de Monte-Carlo. Merci Henri Pescarolo, c'est dans cet endroit exactement que plusieurs voitures, je ne sais pas si vous vous en souvenez, ont fait le grand saut, sont tombées dans le port, et comme nous l'a dit Henri Pescarolo, c'est les endroits les plus difficiles. Il nous faut revenir à la course. Je vous précise que selon les indications que nous avons eues, Bandini a réussi à sortir de la voiture avant qu'elle ne devienne un brasier. Ulm sur la Brabham numéro 9 est toujours en tête. Et quelques minutes avant que nous ne prenions l'antenne, McLaren avait dû s'arrêter alors qu'il était en 3e position. McLaren avait des ennuis d'allumage. Il y a toujours quand même une Ferrari en course et qui est dans le même tour que Ulm. C'est la Ferrari de Chris Amon. Donc le classement provisoire de ce Grand Prix de Monaco, alors que nous venons de boucler le 83e tour et qu'il en reste donc 17 à couvrir, s'établit comme suit. Premier, Denis Hulme sur Repco Brabham. Deuxième, Chris Amon sur Ferrari. Troisième, Graham Hill à 2 tours sur Lotus BRM. Et quatrième, McLaren à 3 tours. McLaren s'est arrêté en effet plus de 4 minutes à son stand pour que l'on puisse réparer ce qui n'allait pas. Je vous l'ai dit, c'est l'allumage. Puis Rodriguez sur la Cooper Maserati numéro 11 et enfin Mike Spence sur la BRM 3 litres. Il me semble que l'incendie est presque éteint. Il me semble aussi que c'est Bandini qui gravit, qui monte sur les bottes de paille en ce moment. C'est peut-être lui, je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas. Nous allons rendre l'antenne à Bordeaux, ici Monaco. À vous Bordeaux. D'après ce que nous avons pu voir sur notre antenne de télévision, Bandini a essayé de s'extraire. Au moment où nous reprenons l'antenne, l'incendie n'est toujours pas éteint. Les pompiers ont pensé le circonscrire à 2 fois et par 2 fois, eh bien, ce feu a repris. Ce feu, vous le savez, a été déclenché par le choc de la Ferrari de Bandini contre les pailles de la chicane, mais l'on nous a bien précisé que Bandini avait réussi à s'extraire indemne avant que l'incendie ne prenne une telle ampleur. Sur ce que nous avons pu voir sur notre écran, avant le choc de la voiture, il nous a semblé que peut-être le feu s'était déclaré à bord de la voiture de Bandini avant que celle-ci ne percute les bottes de paille. Car il nous a bien, voici Graham Hill qui passe et Hulme que nous retrouvons au virage de la gare. Il nous a bien semblé que Bandini avait cru voir ou sentir quelque chose dans sa voiture, car il bougeait. Alors que nous avions un gros plan, il bougeait. Il me semble bien que Bandini à ce moment-là devait savoir que le feu avait pris à sa voiture, et ce qui lui a peut-être permis d'ailleurs de s'en sortir aussi rapidement. Le classement pour l'instant est toujours le même, c'est-à-dire que Hulme est en tête, devant la Ferrari de Chris Amon. Graham Hill sur la Lotus BRM est en 3e position, mais il a 2 tours de retard. Alors que voici McLaren, Hulme et Rodriguez. Ce sont 2 voitures qui sont doublées et Hulme prend un 4e tour à McLaren et sur mes fiches un 3e tour à Pedro Rodriguez. Au gazomètre, Hulme, Rodriguez. Alors que le 87e tour vient d'être bouclé, il en reste donc 12 à couvrir pour Hulme et pour son suivant Chris Amon, et il en reste environ 85 à couvrir pour Graham Hill, 84 pour... c'est-à-dire que Hill a bouclé 84 fois le circuit de Monaco, et McLaren, qui s'est arrêté 4 minutes à son stand, accuse de 3 tours de retard sur Denis Hulme. 2 pilotes donc avec Hulme que voici dans le même tour, Hulme et Chris Amon. Ici Monaco, à vous les studios. Eh bien, il ne reste plus que 6 tours à couvrir ici à Monaco avant que le vainqueur ne franchisse la ligne d'arrivée. Et le vainqueur, ce sera probablement Denis Hulme que nous allons rejoindre ici. Nous avons eu, en ce qui concerne Lorenzo Bandini, depuis que nous vous avons quitté, des renseignements contradictoires. On nous a dit d'abord que Lorenzo Bandini avait quitté indemne la voiture avant que celle-ci ne prenne feu. Puis nous avons su ce que le feu et la fumée nous avaient masqué,
que la voiture de Bandini avait fait un tonneau et qu'elle était retombée sur le pilote. Et enfin, un communiqué de la direction de la course, transmise par haut-parleur, nous a appris que Lorenzo Bandini avait été transporté à l'hôpital de Monaco et qu'il était encore vivant. Dans ce laconisme, je crois, l'on peut presque envisager le pire. Et nous savons que la tradition sur les circuits est de ne jamais dire lorsqu'un accident très grave survient à un pilote. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les témoins qui ont été près du sinistre, près du feu, sont revenus. Nous avons des amis qui sont passés en face de nous et qui nous ont dit, qui nous ont fait des gestes assez significatifs. Et à leur mine, je crois que l'accident de Lorenzo Bandini, en définitive, est très grave. Denis Hulme vient de boucler le 95e tour. Alors que le seul pilote qui avait réussi à rester dans le même tour que lui, Chris Amon, s'est arrêté. La deuxième Ferrari est arrêtée à son stand. Les haut-parleurs du circuit nous ont annoncé que la Chris Amon avait crevé à l'arrière droite et que l'on procédait au changement de pneus. Chris Amon est arrêté maintenant depuis bientôt 5 minutes. Il est donc en 3e position. Graham Hill, qui avait 2 tours de retard, occupe maintenant la 2e position. Hulme qui passe McLaren au bureau de tabac. McLaren qui est actuellement en 4e position, derrière Hulme, Hill, Amon. Au gazomètre, Hulme, Amon. Eh bien, si Amon ne repart pas, s'il reste à son stand, il ne restera que 4 voitures en course. 4 voitures sur 16 au départ. « 96e tour bouclé. Il en reste donc 4 encore pour Denis Hulme. L'arrivée aura donc lieu dans 6 minutes environ, alors que Hulme et McLaren tournent maintenant roue dans roue. Hulme a sa victoire assurée. En principe, il ne devrait prendre aucun risque. D'ailleurs, il tourne maintenant en 1 minute 37 secondes, alors qu'il tournait lorsqu'il y avait la bagarre en 1 minute 30 secondes. C'est donc qu'il a ralenti. Chris Amon est reparti. Chris Amon en 3e position. C'est donc l'ordre, le classement officiel au 96e tour. Premier, Denis Hulme, Brabham Revco numéro 9. Deuxième, Graham Hill, Lotus BRM numéro 14. Troisième, Chris Amon, Ferrari numéro 20. Un seul pilote dans le même tour, c'est Denis Hulme. Quatrième, Bruce McLaren sur McLaren BRM. Puis Mike Spence sur la BRM numéro 5. Et enfin, Rodriguez sur la Cooper Maserati numéro 11. Il reste donc quand même, depuis que Chris Amon est reparti, 6 voitures en course. Ce sont pratiquement 3 tours d'honneur que Denis Hulme va accomplir. Avant l'arrivée, il possède en effet 2 tours et demi d'avance sur son suivant immédiat Graham Hill. Il en possède près de 3 sur Chris Amon, autant sur McLaren. Et enfin Spence a, selon le tableau d'affichage, près de 4 tours de retard sur Hulme. C'est dire que le Grand Prix de Monaco, le 25e Grand Prix automobile de Monaco, a été aussi dur que les précédents. En général, en effet, très peu de voitures terminent ce Grand Prix. C'est un Grand Prix qui a été très disputé, très intéressant, qui a hélas été terni par l'accident survenu à la Ferrari et à Lorenzo Bandini. Nous vous avons dit que nous ne savons pas encore exactement
ce qu'il est advenu du pilote italien qui avait réalisé une très belle course et qui avait toujours constitué un danger pour Denis Hulme, qui va sans doute ici gagner d'une façon remarquable ce deuxième Grand Prix comptant en 1967 pour le championnat du monde des conducteurs. Par la même occasion, Denis Hulme va prendre la tête du championnat du monde. Il s'était en effet classé 4e en Afrique du Sud où il avait marqué 3 points. Ici, il va sans doute marquer 9 points. Hulme a bouclé maintenant son 98e tour. Toujours Hulme et McLaren. Ce Grand Prix de Monaco a apporté des indications nouvelles sur la valeur des Formule 1. Vous savez que l'année dernière était une année de transition après la nouvelle réglementation de la Formule 1 qui avait porté la cylindrée à 3 litres. Et cette année, les constructeurs ont pu présenter des voitures qui n'avaient pas l'aspect hybride de l'année dernière. Eh bien, il s'avère que comme l'année dernière, les Repco Brabham sont au point malgré l'incident mécanique survenu à Jack Brabham dans les premiers tours de ce Grand Prix de Monaco. Mais l'on savait aussi que Jack Brabham avait changé de moteur hier et que son moteur n'avait accompli que quelques tours. Et il disait lui-même d'ailleurs au départ qu'il ne savait pas très bien ce qu'il valait. Chris Amon, qui est actuellement en 3e position après son arrêt, le deuxième, Graham Hill, un habitué de la victoire ici à Monaco. Il l'a remporté 3 fois sur BRM. Il semble donc que les Brabham, que l'on disait moins puissants, ont toujours de sérieuses chances dans le championnat du monde des conducteurs qui commence. L'Eagle de Gurney a eu très rapidement des ennuis. La Honda de Surtees, malgré de bonnes promesses, n'a pu aller au bout de ce Grand Prix. Les Ferrari aussi sont très au point. Quant aux Cooper Maserati, comme celle de Rodriguez que voici, eh bien elles ont démontré qu'elles ne sont pas tout à fait dans le coup. Et qu'elles auront beaucoup de mal pour lutter à armes égales avec les Brabham, Ferrari, Eagle, Honda, BRM et avec les Lotus qui seront très compétitives au Grand Prix des Pays-Bas lorsqu'elles auront reçu leur nouveau moteur 3 litres. Et voici l'arrivée de Denis Hulme qui gagne donc le 25e Grand Prix de Monaco et qui entame maintenant son tour d'honneur. C'est un galop d'honneur qu'il avait commencé d'ailleurs bien avant l'arrivée, ce que je vous avais dit, en raison de l'avance importante qu'il comptait sur ses suivants. Toujours dans ses roues McLaren. Nous attendons maintenant l'arrivée du deuxième, Graham Hill. C'est Rodriguez qui se classe 6e et qui gagne donc 1 point pour le championnat du monde des conducteurs. Comme il a gagné le Grand Prix d'Afrique du Sud, cela lui en fait 10. Et il sera certainement en 2e position dans ce classement provisoire derrière Hulme après le Grand Prix de Monaco. Denis Hulme, un très beau vainqueur du 25e Grand Prix de Monaco, devant Graham Hill sur Lotus, Chris Amon sur Ferrari, McLaren sur McLaren, Michael Spence sur BRM et Pedro Rodriguez sur Cooper Maserati. Ce reportage était réalisé par Henri Carrier et Jean Manceau. Ici Monaco, à vous Paris.